Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 $, soit environ 70 000 $ en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. 4 de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans 6 compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de 4 d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls 2 à 4 des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision, et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait 6 brèches à la suite de la collision latérale, et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si 2 navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leurs cloisons, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km/h. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.
Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de pics. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. Imagine un moment où tu freines brusquement ta voiture ou lorsqu'un bus pile alors que tu es en train de marcher dans l'allée et que tu es projeté en avant. Les passagers auraient eux aussi été projetés à travers le navire et, comme le choc a eu lieu la nuit, la plupart des gens dormaient et n'auraient pas pu se préparer correctement à un impact quelconque. Cela aurait entraîné des blessures à la plupart des personnes à bord. Les conséquences auraient été particulièrement graves pour les personnes situées à l'avant du navire, où se trouvaient les logements des pompiers, des graisseurs et des mécaniciens en congé. Mais même si les passagers et les membres de l'équipage hors service avaient été jetés hors du lit, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que dans le scénario original. De nombreux navires ont subi des collisions frontales et sont parvenus à regagner la côte. Peu de gens savent que le Titanic avait en réalité 2 navires jumeaux. La White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic, a également construit des navires appelés Britannic et Olympic. Commandé par Edward J. Smith, qui allait plus tard diriger le Titanic, l'Olympic est parti pour son voyage inaugural en juin 1911. Mais, comme pour son navire jumeau, le désastre était à venir. Lors de son 5e voyage commercial, l'Olympic est entré en collision avec un navire de la Marine royale, le HMS Hawke. Alors que l'Olympic était endommagé sur le côté, le Hawke a souffert d'un impact de face et de plein fouet. La proue du Hawke a été complètement écrasée par la collision. Mais comme le navire avait des compartiments étanches, il a réussi à survivre au choc et est retourné à terre en toute sécurité pour être réparé. Une autre étude de cas est celle du SS Andrea Doria, un paquebot italien qui a fait la une des journaux en 1956. Comme le Titanic, l'Andrea Doria se dirigeait vers New York pour son 101e voyage lorsque la catastrophe a frappé. Le 25 juillet, le navire est entré en collision avec un paquebot suédois de 160 mètres, le Stockholm. Ce dernier a frappé le navire de plein fouet, mais le point d'impact de l'Andrea Doria était sur le côté. L'avant du Stockholm a été complètement défoncé, mais comme l'impact s'est produit sur sa coque, il a pu s'en sortir. L'Andrea Doria a malheureusement coulé, la collision s'étant produite sur le côté du navire. Ces cas pourraient donc suggérer que le Titanic aurait peut-être survécu s'il avait heurté l'iceberg de face. Mais il ne faut pas oublier que le Titanic a heurté l'iceberg à pleine vitesse, alors que l'Olympic et l'Andrea Doria, eux, voyageaient plus lentement. Tu grimpes sur une montagne à un rythme très rapide. Ton ami et toi avez pris comme résolution du nouvel an de vous mettre à l'escalade. Tout à coup, des rochers commencent à dégringoler au-dessus de toi, glissant et rebondissant sur la paroi. Mais tu n'as rien, pas même une égratignure. La chance est clairement de ton côté aujourd'hui. Lorsque tu as atteint le sommet, tu aperçois un bout de papier qui tombe du ciel. Mais attends, c'est un billet de 100 €. Tu l'attrapes, mais tout ça semble un peu étrange. Il est temps de redescendre. Tu veux pousser encore un peu ta chance et tu décides de le faire en un seul saut. C'est sans danger, tu as mis ton harnais. 1, 2, 3, une grande respiration et c'est parti. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu as atteint le sol. Dès que ton ami est de retour au sol lui aussi, vous sautez dans la voiture et rentrez chez vous.
Le lendemain, tu te lèves, tu prends une douche rapide, tu te brosses les dents et tu es à la porte, prêt à prendre la route. Ton téléphone vibre, ce n'est pas un appel, juste un email de ton patron. Ça ne présage rien de bon. Tu ouvres l'email et tu reçois une excellente nouvelle. On te propose une promotion. Ton travail acharné a enfin porté ses fruits et le patron l'a remarqué. Te sentant en confiance, tu décides de demander non seulement la promotion, mais aussi la possibilité d'être candidat à un poste d'associé. Tu es dans le métro pour te rendre au travail, tu baisses les yeux et, de nouveau, un billet de 100 €. Waouh! Ces 200 € sont vraiment sortis de nulle part. Tu arrives à ta station, tu sors en courant, tu es un peu en retard pour le travail, alors tu vas à un rythme plus rapide que d'habitude. Soudain, tu remarques une pub pour un concours. Et le premier prix est une voiture. C'est le dernier jour pour participer. Tu te sens chanceux et tu envoies un message avec ton nom pour participer au concours. Tu connaîtras les résultats dans quelques heures. Tu es enfin au travail et c'est l'heure du rendez-vous avec ton patron. Le patron dit « Depuis que tu as rejoint l'entreprise, nous avons connu une croissance de 4%. Tu as plus de comptes clients que n'importe quel autre collaborateur. Voudrais-tu devenir superviseur ?» « Ce n'est pas suffisant, réponds-tu. Je souhaite devenir associé. » Le patron est un peu interloqué et il dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. À l'heure du déjeuner, tu décides d'essayer ce nouveau restaurant que tu as repéré au coin de la rue. Alors que tu attends au feu rouge, tu vois une fille avec des écouteurs qui essaie de traverser la rue. Tout à coup, tu vois une voiture qui accélère, mais la fille ne remarque rien. Tu cours et tu la ramènes en sécurité aussi vite que possible. « Je m'appelle Angela », dit-elle. Elle a les plus beaux yeux verts que tu as jamais vus. Et elle t'invite à déjeuner pour te remercier. Vous vous retrouvez dans cet endroit que tu voulais essayer. Elle te recommande de goûter le double cheeseburger au bacon. C'est le meilleur repas que tu as mangé depuis des mois. À la fin, elle te tend sa carte de visite. Elle dit qu'elle est dentiste. Elle te propose aussi un nettoyage bucco-dentaire gratuit. Génial! Vous fixez un rendez-vous. Bzzz. C'est un numéro inconnu qui t'appelle à l'improviste, mais tu décroches. C'est un membre du jury du concours. Bonne nouvelle, tu as été tiré au sort pour la voiture. Juste après avoir raccroché, tu reçois un autre appel. C'est ton patron, il veut te voir immédiatement. Lorsque tu entres dans le bureau, tu vois tous les associés qui t'attendent. Tu es prêt à affronter le pire, mais le patron te dit « Félicitations, tu es maintenant notre nouvel associé. Nous allons changer le nom du cabinet d'ici peu. » Il est 18 h et il est temps de rentrer chez toi. Tu as obtenu une nouvelle voiture et un nouveau poste aujourd'hui, mais le meilleur de tout ça, c'est Angela. Avant la fin de la journée, tu décides de faire un pas de plus. Tu l'appelles et lui proposes un rendez-vous pour ce soir. 2 heures plus tard, tu es sur le pas de sa porte, élégant. Ce costume t'a coûté exactement les 200 € que tu as trouvés. Sa robe est superbe aussi. Elle dit qu'elle voulait la porter pour une occasion spéciale comme celle-ci. Il est 23 h, tu as raccompagné Angela chez elle. Dès que tu es de retour chez toi, tu reçois un message de ton propriétaire qui te demande si tu veux l'appartement du haut car les locataires précédents viennent de déménager. Le loyer est moins cher de 300 €. Tu réponds que tu acceptes, déjà presque endormi. Un nouveau jour se lève et tu dois t'habiller. Au fond de ton armoire, tu trouves une cravate bleu canard que ta mère t'a offerte lorsque tu as décroché ton premier job. Tu l'enfiles pour la sortir à ton costume gris préféré, et comme porte-bonheur bien sûr. Au bureau, tout le monde admire ta cravate hilarante. Super chouette cravate, lance Michel. La réceptionniste l'adore aussi. Ton patron te donne une tape sur l'épaule, tu sursautes, mais dès que tu te retournes, il te fait un clin d'œil. Bravo d'avoir atteint de nouveaux sommets. Laisse-moi te montrer ton nouveau bureau. Tout est tout neuf. Et il y a une petite surprise de bienvenue pour toi sur le meuble. Ouvre-la. Tu es nerveux, mais excité. Tu déglutis avant de l'ouvrir et il y a une lettre à côté du cadeau. Tu ouvres la boîte. C'est une montre en or. Et dans la lettre, tous les associés te souhaitent la bienvenue dans l'équipe. Le soleil se couche et le temps est passé très vite aujourd'hui. Avec toutes ces réunions, tu n'as même pas eu l'occasion de regarder ton téléphone. Il y a 2 messages. Appelle-moi Angela. Avant d'y réfléchir à 2 fois, tu composes son numéro. Elle aimerait sortir pour dîner. Tu es partant, alors tu réserves une table pour ce soir. Tu dois te faire couper les cheveux depuis un moment, et puisque tu vas rencontrer Angela, il est temps de s'en occuper. Chez le barbier, tu t'assieds sur la chaise et tu dis « Comme d'habitude, s'il vous plaît, une coupe et une petite taille de barbe ». Quand le coiffeur termine, il dit « C'est votre 30e coupe chez nous. Elle est offerte par la maison. » Tu lui serres la main et tu te diriges vers ton rendez-vous avec Angela.
En marchant vers le restaurant, tu vois ton ami Michael qui rentre chez lui. Tu le rattrapes et il te dit qu'il a un écran de 50 pouces dont il essaie de se débarrasser. Il est à toi si tu le veux. Bien sûr, il est parfait pour ta nouvelle chambre. Tu lui dis au revoir et tu commences à marcher d'un pas rapide vers le restaurant. Tu es impatient de rencontrer Angela et ça se voit sur ton visage. Il y a un large sourire dont tu ne sembles pas pouvoir te défaire. Tu es à quelques rues de là et tu vois un magasin qui liquide son stock. Tout est à moitié prix. Tu regardes ta nouvelle montre et elle indique qu'il te reste environ 20 minutes. Alors tu fonces. C'est un magasin d'électronique et les gens prennent tout ce qu'ils peuvent voir. Téléphone, montre connectée, ordinateur portable. L'endroit grouille de clients. Et cette fois, tu n'as probablement pas de chance. L'ordinateur portable que tu voulais est déjà en rupture de stock. Tu te diriges vers la sortie, mais tout à coup, quelqu'un court vers toi et te dit « Hey, je vous ai vu regarder le rayon des ordinateurs portables. Prenez celui-ci si vous le voulez, j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. » Et devine quoi? C'est exactement celui dont tu avais besoin. Tu remercies la personne et tu passes à la caisse. Ensuite, tu fais un saut chez un fleuriste pour choisir des dahlias verts. Ils sont assortis aux yeux d'Angela. Quand tu arrives enfin au restaurant, tu réalises que tu as 2 minutes de retard. Angela est déjà là, elle t'attend à l'entrée. Salut, désolé pour le retard. Je t'ai apporté des fleurs. Elles sont vertes comme tes superbes yeux. Un geste audacieux, mais ça paie. Elle te donne un baiser sur la joue et vous entrez à l'intérieur. L'ambiance est parfaite. Les lumières sont tamisées, la musique est agréable et le restaurant n'est pas trop bondé. Alors vous vous mettez à parler et à rire. Juste avant que vous ne finissiez tous les deux votre repas, elle dit « La nourriture était délicieuse. Comment as-tu trouvé ce restaurant ?» Tu expliques que le week-end dernier, tu étais un peu paresseux, d'humeur pantouflarde. Tu as commandé du chinois et c'était tellement délicieux que tu t'es dit que tu pourrais l'inviter là. Un biscuit chinois est arrivé avec ta livraison. Le petit message à l'intérieur disait « La semaine prochaine, votre chance va tourner. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est le rêve. Tu voyages à travers toute l'Amérique. Un beau jour, tu t'arrêtes chez un marchand de nourriture et tu commandes une délicieuse empanada. C'est tellement croustillant et délicieux et oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu n'arrives à identifier que la moitié du corps d'un cafard, ça veut dire que l'autre moitié est en train de nager dans ton système digestif. Et maintenant, est-ce que tu vas te transformer en une créature semblable à l'insecte du célèbre livre de Kafka? Et non, malheureusement, tu ne subiras aucune métamorphose. Voyons ce qui arrive à ce pauvre petit insecte. Tout d'abord, si tu n'as pas manqué l'école, tu sais que la digestion commence par la bouche. La salive contient beaucoup d'enzymes spéciales qui aident à digérer les amidons contenus dans tes aliments. En d'autres termes, la salive est acide et commencera à décomposer le cafard. S'il était encore vivant, il aurait probablement commencé à mourir à cet instant. Au moment où il arrive dans ton estomac, il aura très probablement disparu pour de bon. Contrairement à ce que tu crains le plus, il ne commencera pas à se promener dans ton ventre. Jusqu'à présent, ton expérience avec cet insecte a été terrible. Tu as vu ce petit bonhomme manger les pages de tes livres préférés. Tu l'as vu se faufiler dans de minuscules trous quand tu as essayé de l'attraper. Et tu l'as vu entrer et sortir des égouts comme s'il s'agissait de son terrain de jeu. Il est donc normal que tu penses « Oh non, est-ce que je vais tomber malade ?» Avec un peu de chance, non. Je pense que, comme tu as avalé un si petit morceau, ton système immunitaire s'en chargera probablement sans causer de gros dommages à ton organisme. Mais il y a une chance que tu aies des symptômes similaires à ceux de la grippe. Apparemment, les cafards contiennent, dans leur corps, un type spécifique de protéine qui peut provoquer des allergies chez les humains. Cette protéine pourrait affecter ton système respiratoire, ce qui se traduirait par un écoulement nasal, des démangeaisons de la gorge, des éruptions cutanées, etc. Comme tu es d'un naturel avide de vérité, tu décides de devenir le prochain expert mondial en cafards, pendant que ce dernier est en train d'être digéré dans tes intestins. Étonnamment, ça détend. Fait amusant sur les cafards, ils peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 30 minutes. Cela signifie que s'ils n'étaient pas affectés par l'acide de ton estomac, ils pourraient probablement y survivre assez longtemps. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à se déplacer si confortablement dans les égouts. Mais c'est dégoûtant, alors changeons d'image. Même si ces insectes sont un peu répugnants, on les consomme dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les blattes sont considérées comme hautement protéiques, comme beaucoup d'insectes. Cela dit, celles que l'on trouve dans les grands marchés alimentaires n'ont pas été capturées dans la rue, mais ont été élevées dans des fermes à cafards. Vous imaginez? Ils sont populaires parce qu'ils sont bon marché
et peuvent être élevés en masse. Sur une note plus positive. Sais-tu qu'avaler un cafard, c'est un peu comme avaler un dinosaure? Techniquement, les blades ne sont pas des dinosaures. Mais elles ont été les premières et les seules créatures à être découvertes vivant dans des grottes, avant que les dinosaures ne disparaissent il y a 60 millions d'années. La prochaine fois qu'on te demandera ton plat préféré, tu pourras dire « Cette empanada préhistorique que j'ai mangée une fois pendant mon voyage à travers le monde ». Au bout de quelques heures, tu vois ton expérience sous un autre angle. Qui aurait cru qu'au lieu d'être traumatisé par l'ingestion d'un cafard vivant, tu aurais plutôt envie de devenir plus intime avec cette espèce? En marchant dans la rue, tu vois quelques cafards qui circulent et tu décides même de leur donner un nom. Celui-là s'appelle Encore, par exemple, et c'est un bébé cafard. Tu as récemment découvert qu'un cafard âgé d'1 jour peut déjà courir aussi vite que ses parents et qu'il existe plus de 4000 espèces différentes de cafards dans le monde. Qui l'eût cru? Tu postes tout sur ton voyage émotionnel avec les cafards sur les médias sociaux et beaucoup de gens semblent avoir une opinion sur ce qui pourrait arriver. Pourtant, ils se sont tous trompés. Cela fait déjà plus de 8 heures et cette moitié de cafard que tu as mangé a probablement déjà été absorbée par ton corps. C'est alors que ton téléphone sonne et que Peter, un ami proche, panique à l'autre bout du fil. Il te dit « Mec, je faisais une sieste la bouche ouverte et je crois que je viens d'avaler une araignée. » Malheureusement, il ne deviendra pas le prochain Spider-Man à la fin de cette histoire. Il existe un mythe populaire que quelqu'un a commencé à répandre il y a de nombreuses années, selon lequel les humains avalent généralement jusqu'à un demi-kilo d'araignées pendant leur sommeil au cours de leur vie. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, il est très difficile pour un humain d'avaler accidentellement une araignée. La raison principale est liée aux araignées elles-mêmes. Les humains sont des créatures énormes, et les araignées nous considèrent souvent comme faisant partie du paysage. Tout comme un canapé, un escalier ou un meuble. Deuxièmement, si elles s'approchaient suffisamment de nous, les sons bizarres que nous émettons pendant le sommeil les feraient m'enfuir. Nos ronflements et même notre respiration vibrent intensément, et cela suffit à éloigner l'araignée. Seul un petit nombre d'espèces d'araignées partagent en fait notre espace de vie. À moins que tu ne vives en Australie, bien sûr. Elles vivent généralement dans des coins tranquilles, et ne nous dérangent pas beaucoup, nous les humains. Par ailleurs, on ne déglutit pratiquement jamais quoi d'on dort. L'être humain moyen passe une longue période de son sommeil sans déglutir. Cela signifie qu'entre une déglutition et une autre, la petite araignée aurait déjà disparu de la bouche de Peter. Je pense qu'il voulait juste une histoire aussi captivante que la tienne pour la partager en ligne. Mais qu'arriverait-il si on renversait la situation? Je veux dire, et si tu étais avalé par un cafard vivant à la place? Je sais à quoi tu penses. Ce ne serait possible que dans l'intrigue d'un Harry Potter ou d'un film de science-fiction ringard. Mais laisse-moi t'expliquer. Tu te retrouves à rétrécir jusqu'à ce que ton champ de vision soit dominé par cet énorme animal. De là où tu te trouves, tu peux voir ses pattes toutes poilues. Et, oh mon Dieu, celles-ci ressemblent à des dents bizarres. À ses yeux, tu n'es probablement qu'un insecte de plus qui fait partie de sa vaste gamme d'options culinaires. Malheureusement pour toi, les cafards mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Ils se rapprochent de plus en plus. Chaque fois qu'il bouge ses pattes, le sol sous tes pieds tremble. Tu essaies de courir, mais il te rattrape, et tu viens d'être avalé par ce monstre. Tu vérifies rapidement les alentours. Il fait sombre, c'est humide, et ça sent mauvais. Sur ta droite, tu vois ce qui ressemble à un morceau de gâteau aux fruits. À ta gauche, un insecte mort. Tu commences à manquer d'air, mais parvient à t'oxygéner un peu lorsque le cafard ouvre la bouche pour manger un autre morceau de quelque chose. Son tube digestif a l'air assez gros. Et par la taille de celui-ci, tu essayes de déterminer la taille de ton copain cafard. Tu sais que l'un des plus gros cafards vivants mesure environ 15 cm. C'est la taille d'un billet d'$1 américain. Il est si gros que tu pourrais probablement construire une piste de course et faire un peu d'exercice en attendant d'être digéré. Quelle est donc cette chute d'eau qui se forme à l'horizon? Burk, c'est dégueulasse. Je pense que c'est le jus intestinal du cafard qui s'apprête à te tomber dessus. Dans quelques minutes, ces enzymes te décomposeront comme un repas 5 étoiles. Il y a quelques heures, tu vivais des vacances de rêve et maintenant, tu es à l'intérieur de la créature que tu as essayé d'éviter toute ta vie.
découvrons quelques faits impressionnants sur les poisons. Non, ce n'est pas une énième vidéo avec le top 10 des animaux les plus venimeux. On en citera plusieurs ici, mais ce n'est pas là qu'on veut en venir. Nous allons découvrir la nature même de ces substances, qui sont dangereuses pour la plupart des créatures vivantes. Il y a 2 verres devant vous. Le premier est rempli de lait caillé, et l'autre contient le venin de l'un des serpents les plus dangereux au monde, la vipère aspic. Selon vous, quel est le liquide qui pourrait avoir les pires conséquences sur votre santé? La bonne réponse est le lait caillé. Il peut causer des ballonnements, une indigestion et des brûlures d'estomac. Mais si vous buvez le venin de ce serpent, rien ne se passera. À vrai dire, cette substance est un type particulier de protéine. Et les sucs gastriques décomposent celle-ci comme tout autre aliment. La toxine contenue dans le poison n'est dangereuse qu'en contact avec le sang. Donc, si vous avez une blessure dans votre bouche ou votre estomac, c'est alors que vous aurez des problèmes. Mais tant que la toxine demeure hors de votre système de circulation sanguine, vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Cependant, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Certains animaux sécrètent un poison qui pénètre votre corps au moindre contact physique. Mais les créatures venimeuses doivent délivrer cette substance dangereuse à l'intérieur de votre sang. C'est d'ailleurs la différence entre poison et venin. Dans le premier cas, il s'agit d'animaux qui peuvent vous empoisonner de façon passive, si vous les touchez par exemple. Ils ne fournissent aucun effort et le poison est constamment libéré par leur corps. La grenouille dendrobate vénéneuse se contente ainsi de se balader dans les jungles d'Amérique du Sud et n'attaque jamais personne. Mais tout le monde a peur de la toucher, car sa peau sécrète l'un des poisons les plus dangereux sur Terre. Les particules toxiques contenues dans le poison de ces batraciens sont si infimes qu'elles passent facilement à travers les pores de votre peau et provoquent une violente réaction dans votre corps. Mais les particules de toxines des animaux venimeux sont plus grosses et ne peuvent pénétrer dans votre corps que par injection. Ces créatures mordent et piquent pour délivrer le venin dans le sang. Les serpents venimeux, les guêpes, les araignées et autres créatures utilisent leur venin pour attaquer leur proie. Les grenouilles ou les poissons venimeux, recouverts d'une peau empoisonnée, utilisent aussi des toxines pour se défendre. Voilà la différence. L'une des créatures les plus venimeuses au monde est la méduse boîte. Lorsqu'elle pique, elle injecte une puissante toxine à son ennemi, affectant le système nerveux et les cellules de la peau. Elles sont dangereuses non seulement pour les créatures marines, mais aussi pour l'homme. Cette toxine agit rapidement et peut entraîner de graves problèmes de santé en quelques minutes. L'une des créatures les plus toxiques au monde, outre la grenouille dendrobate, est le poisson globe. Et oui, le célèbre fugu japonais. Beaucoup ont probablement entendu dire que si le cuisinier préparait ce poisson de manière incorrecte, il pouvait être toxique, même après la cuisson. La toxine de ce poisson est 1000 fois plus puissante que le cyanure. Et la quantité de poison contenue dans un seul poisson globe en recèle suffisamment pour nuire gravement à plusieurs dizaines de personnes. Lorsque le poisson perçoit un danger, il se gorge d'air et d'eau et augmente de volume. Dans cet état, ses épines, qui contiennent la toxine, deviennent encore plus dangereuses. Alors, ne touchez jamais ce poisson si vous le croisez dans la mer. Il existe un 3e type d'utilisation du venin, qui porte le nom de compétition intraspécifique. On la retrouve chez les mammifères venimeux comme l'ornithorynque d'Australie. Il y a de petits ergots dans leurs pattes qui sécrètent des toxines. Un ornithorynque peut ainsi paralyser un adversaire d'un seul coup de pied. Mais ces animaux utilisent également leur poison lors de la compétition qu'ils se livrent avant la reproduction. Leur corps renforce ses propriétés toxiques pour vaincre ses concurrents pendant l'affrontement pour une femelle. Les 2 mâles luttent pour s'affaiblir mutuellement. Celui dont le poison est le plus efficace remporte alors la bataille. Certains animaux doivent mordre et piquer pour utiliser leur venin, tandis que d'autres attendent simplement d'être touchés quelqu'un d'autre. Mais que dire de cette petite créature qui libère son poison au moyen d'une fléchette? Voici le cône marin. Il se cache à l'intérieur de sa maison et attend qu'un petit poisson nage plus près. Ensuite, il libère un harpon toxique depuis sa trompe et paralyse le malheureux poisson. Ensuite, le cône avale sa proie tout entière, comme un anaconda. Le venin de ce petit animal est également dangereux pour les humains, car il provoque de graves troubles respiratoires, de vision, ainsi que de nombreux autres problèmes. D'un autre côté, la substance contenue dans le poison du cône marin est utilisée en médecine pour fabriquer un puissant analgésique. Et ce n'est pas le seul cas d'un venin d'origine animale qui soit employé en médecine. Un lézard venimeux, répondant au nom de monstre de Gila,
libère une neurotoxine produite par ses glandes salivaires lorsqu'il mord. À cause de ce venin, la morsure de cet animal est considérée comme l'une des plus douloureuses au monde. Les personnes qui ont été attaquées par un monstre de Gila ont dit avoir ressenti une sensation comparable à de la lave en fusion qui coulerait dans leurs veines. Cependant, même un poison aussi terrible peut être utile aux humains. Les scientifiques y ont découvert une hormone capable de traiter efficacement le diabète. Certains poisons engendrent une paralysie musculaire, d'autres peuvent créer des problèmes respiratoires, et d'autres encore augmentent la pression artérielle. Mais pourquoi sont-ils tous différents ? Toutes ces variations dépendent de la proie que chassent les animaux venimeux. Par exemple, la plupart des vipères se nourrissent de petits mammifères au métabolisme rapide. En conséquence, les reptiles ont développé un venin qui perturbe la coagulation du sang, entraînant une perte rapide du contrôle corporel pour un lièvre en pleine course. Cependant, pour les animaux à sang froid, une telle stratégie serait bien moins efficace. C'est pourquoi certains types de cobras produisent un venin neurotoxique qui peut perturber la transmission à l'intérieur du système nerveux. Une telle substance frappe efficacement les organismes des créatures à sang froid. Tout cela suggère que les créatures venimeuses et toxiques adaptent leurs toxines en fonction de leur habitat. C'est pourquoi les venins de la même espèce peuvent varier autant. Si une vipère vous mordait dans une certaine région, un antidote provenant d'une autre région pourrait ne vous être d'aucune utilité. Dans les endroits où les conditions de survie sont plus ardues, les serpents peuvent co-développer un venin plus dangereux pour repousser les attaques ennemies ou attraper des proies rapides. Mais ce principe fonctionne également dans l'autre sens. Mettez un groupe de serpents dans un environnement où ils peuvent facilement attraper de la nourriture et n'ont pas à se défendre contre d'autres animaux. Ce type de serpent peut finalement devenir non venimeux. C'est parce que la production de venin est un processus complexe qui nécessite beaucoup d'énergie et de ressources de l'organisme. Et si les conditions n'exigent pas l'utilisation d'une telle substance, alors les serpents arrêteront de la produire. Cela s'est produit avec les serpents de mer. Ce sont certains des animaux les plus venimeux sur Terre qui chassent les poissons à même l'océan. Comme leurs proies étaient beaucoup plus rapides qu'eux, ils ont dû développer un puissant venin qui paralyserait rapidement les poissons. Mais une espèce de serpent de mer a arrêté de se nourrir de cette façon. Au lieu de chasser les poissons, ils ont commencé à manger leurs œufs. Cette proie ne s'enfuit pas, de sorte que les serpents n'ont plus besoin de venin. En bout de compte, ils ont cessé d'en produire. Combien d'animaux sur Terre pensez-vous être venimeux ou toxiques? Selon les calculs des scientifiques, environ 15 à 20%. Mais il est probable que ce chiffre soit bien plus élevé, car nous n'avons pas entièrement étudié toute la biodiversité de notre planète. Fait intéressant, presque toutes les espèces d'animaux ont un parent venimeux ou toxique. Même parmi les mammifères, l'ornithorynque n'est pas la seule créature venimeuse. Le lori-ilan semble être un animal aussi mignon qu'inoffensif. Et pourtant, ce primate d'Asie du Sud-Est injecte du venin avec ses dents lors d'une morsure. De plus, certaines espèces de musaraignes produisent du venin de la même manière pour paralyser leur proie. Et les chauves-souris vampires sont les seuls mammifères volants venimeux dans le monde entier. D'accord, nous avons vu un grand nombre d'animaux venimeux et toxiques aujourd'hui. Mais qu'en était-il dans le passé? De nombreux scientifiques pensent que des dinosaures venimeux arpentaient la Terre il y a des millions d'années. Certaines études tendent à confirmer cette hypothèse. Les glandes et tissus venimeux de ces redoutables reptiles n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais dans les dents de certains dinosaures, les scientifiques ont trouvé de petites fissures que les serpents et les lézards venimeux modernes présentent également. Il est donc possible que des monstres jurassiques aient utilisé ces trous au travers desquels ils sécrétaient leur venin. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande. Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894,
une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de bile noire s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire. Une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado. Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend. La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer, certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts. Michaud a commencé à développer cette idée dans le but d'obtenir une nouvelle source d'électricité. Mais il lui aurait fallu créer un tourbillon géant qui s'élèverait dans le ciel, afin d'alimenter plusieurs maisons. Il n'avait pas assez de moyens financiers ou d'opportunités pour le faire. Mais l'endroit où tu travailles, lui, a assez de liquidités pour accomplir un tel projet. Tu t'empares du concept de CU, moteur à vortex, et investis plusieurs millions de dollars. Tu construis plusieurs grandes turbines qui dirigent l'air vers un point et le chauffent à l'aide d'un puissant générateur. Pour donner à ta tornade une plus grande force de destruction, tu électrifies l'atmosphère. Tu peux même contrôler la tornade et changer sa direction à l'aide d'un panneau de commande spécial. Petit savant fou diabolique. Tu arrives donc sur la côte australienne, où se trouvent de nombreux requins de différentes espèces. Pour les forcer à se regrouper, tu dois jeter plusieurs tonnes de viande hachée dans l'eau près du rivage. On te conseille de ne pas le faire à la main. Les requins se ruent immédiatement sur place dès qu'ils sentent l'odeur de la nourriture. Sauf qu'il y a un problème. Ces animaux ressentent les changements météorologiques et ne s'approchent pas du centre de ta tempête. Pour que les requins prennent un tel risque, il faut donc qu'ils soient suffisamment perturbés et affamés. En avant, Dr Doofenshmirtz. Tu dépenses encore des millions de dollars pour organiser une pêche industrielle à grande échelle. Tu lances d'immenses filets dans l'eau et, en l'espace d'une semaine, tu t'accapares tous les poissons, crustacés et autres espèces marines susceptibles de servir de repas aux requins. Tu places toutes ces proies dans des aquariums gigantesques et attends que les requins aient faim. Quelques jours plus tard, tu remarques que de nombreux gros poissons se rassemblent près du rivage, en quête de nourriture.
Ensuite, tu achètes quelques tonnes de bœuf haché auprès de plusieurs boucheries. Tu les mets dans un grand conteneur que tu soulèves à l'aide d'un hélicoptère et tu déverses la viande à l'endroit où tu vois le plus de requins. Ce déjeuner attire les poissons dans un rayon de plusieurs kilomètres. À cet instant, un grand navire équipé d'un générateur de tornades s'approche du rivage. On ne peut pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Tu démarres les moteurs et de puissants flux d'air chaud s'accumulent dans le ciel. L'électricité jaillit et la condensation crée de la pluie. Un puissant tourbillon commence à se former dans les airs. Tu le contrôles et le diriges vers les requins. Le tourbillon arrache à l'eau des morceaux de bœuf haché. Les particules de poussière se mêlent à la viande et la tornade devient rouge. Burk, je crois que je vais vomir. Tu augmentes la force du vent et tu vois que les requins commencent à s'élever dans les airs. Pour être exact, ils bondissent carrément hors de l'eau pour attraper la viande et la tornade les emporte au passage. Lorsque plusieurs requins se trouvent à l'intérieur du tourbillon, tu les diriges vers le rivage. Les gens courent, horrifiés. Certains requins retombent dans l'eau, d'autres sur la plage. Un requin-marteau tombe directement dans la cuisine d'un restaurant côtier et dévore toute la carte. Et oui, ce requin est également un porc. Tu diriges ta Sharknado vers la ville. La tempête soulève les arbres et les voitures dans les airs et arrache les toits des maisons. Certains requins tombent dans les rues. Les gens courent dans toutes les directions. Le tourbillon de requins traverse l'agglomération, dispersant les prédateurs. Bien sûr, ces derniers ne rampent pas sur le sol et n'essaient pas non plus de manger les gens. Ils sont juste en état de choc et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Sharknado, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Même dans l'océan, les requins n'aiment pas mordre les gens tant que ça. Toutes ces attaques se produisent parce que les requins les confondent avec des phoques ou d'autres créatures marines qui s'apparentent à de la nourriture. De plus, ces poissons dentus peuvent nager jusqu'aux baigneurs par simple curiosité. Sauf qu'ils sont à présent désorientés et rencontrent de grandes difficultés à respirer. Les poissons ont besoin d'un flux constant d'eau passant par leurs branchies dont elles extraient l'oxygène. Selon l'espèce, les requins peuvent rester hors de l'eau de quelques minutes à 1 heure. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas mis en œuvre un plan diabolique, mais une chose stupide qui a fait souffrir un tas de poissons pour rien. Il te faut maintenant tout remettre en ordre. Tu as plusieurs hélicoptères qui peuvent acheminer les requins jusqu'à l'océan. Mais ces derniers s'agitent et claquent des mâchoires de peur. Pour les calmer, tu utilises des fléchettes remplies de sédatifs. Tu aides ensuite les sauveteurs à sangler les requins aux hélicoptères et à les soulever dans les airs. Tu dois même extirper un requin d'un appartement situé au 7e étage. Un autre requin gisait dans le parc. Un requin marteau a encore causé un gros embouteillage sur la route. Et ce requin tigre est tombé directement sur un camion de pompiers. Heureusement, ils ont tous une peau résistante et des muscles puissants qui les protègent. Tu ramasses tous les requins et les ramènes à l'océan. Rien ni personne n'a été blessé, à l'exception d'une chose, ta réputation. Ton plan crapuleux a échoué, et tu dois maintenant mettre au point quelque chose de nouveau. Cette fois, tu comptes créer une chose qui va vraiment détruire l'humanité. Tu vas inventer une chaîne YouTube qui ne diffusera que le même contenu en boucle entrecoupée de publicité. Fine alternative. Tu peux aussi orchestrer une méga inondation d'araignées. Burk. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz
dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et, dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids,
les faces supérieures et inférieures du cube ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme. Tout est prêt. Tu es sous les projecteurs et tout le monde te regarde. Les lumières se reflètent sur le piano. Tu poses tes mains sur les touches et tu commences à jouer. Puisque tu as 20 doigts par main, tu peux jouer beaucoup de notes en même temps pour plus d'intensité. Chaque accord est enrichi et embelli par davantage de notes grâce à tes 40 doigts. À la fin du récital, tout le monde se lève et t'applaudit. Le bruit des applaudissements est intense car les paumes des mains de tous ces gens sont énormes pour y faire tenir leurs 20 doigts. Te voilà maintenant sur une barque au milieu d'un lac, prête à plonger. Ton ami te convainc de faire la course jusqu'à la rive. Avec vos 20 doigts sur chaque main et sur chaque pied, vous nagez comme des poissons. Ce sont de véritables gouvernails naturels. Tu gagnes la course, puis tu retournes vers la barque en pagayant avec tes mains et tes pieds. Après la nage, tu pars en randonnée. Tu te trouves face à une belle paroi d'escalade. Tu te prépares et tu places chaque paume sur les pierres devant toi. Tu as une bonne prise car tu peux t'agripper à des pierres dont les gens qui ont 10 doigts ne pourraient jamais se servir pour escalader. Tu arrives au sommet et admires la vue. Un costume bien repassé et un sourire confiant. Tu vas gérer ton entretien. Tu entres dans le bâtiment comme si c'était toi le patron et tu attends que quelqu'un t'accompagne chez le directeur. Tout le monde remarque ton look impeccable et ton attitude confiante. On te fait entrer, tu affiches ton sourire le plus désarmant et tu ajustes ta veste. Tu entres dans la pièce et tu te présentes avec une poignée de main vigoureuse qui épate le directeur. Il veut en savoir plus sur ton compte. Tu quittes le bâtiment. Tu es resplendissante et convaincue d'avoir fait bonne impression. Tu as raison puisqu'il te rappelle peu après pour un deuxième entretien. Ok, tu gères. 20 sacs de courses dans ton coffre et un seul trajet possible. Le chemin est long, plein de virages et de dénivelés. Tu étires tes doigts et fais craquer tes articulations. Tu trouves le bon équilibre pour placer les sacs dans tes mains. Avec tes 20 doigts, tu parviens à prendre plusieurs sacs. 10 par main. C'est lourd, mais bon. C'est un peu comme si tu étais à la salle de sport. Tu sors les sacs de ton coffre et tu traverses rapidement la route jusqu'à chez toi. Bravo! En un trajet, tu as réussi à transporter toutes tes courses sauf un sac. Ah non, autant pour moi. Tu avais mis un sac dans un autre sac. Mais tu dois quand même retourner à la voiture pour fermer ton coffre.
Après une longue journée de travail, tu as rendez-vous avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ta journée a été vraiment dure. Tu repères un salon de manucure sur la route et tu t'arrêtes pour un petit soin rapide. Mais avec 20 doigts par main, ça prend le double de temps. L'heure avance et tu n'as qu'une main de fête. Ton amie t'appelle pour te dire qu'elle t'attend au café. Tu passes à la main suivante. Tu as enfin fini et tu te précipites au café pour rejoindre ton ami. Tu es en retard, mais au moins, tu as la classe. Tu participes à un salon sur les nouvelles technologies. Des douzaines de personnes présentent leurs nouveaux produits. De nombreux téléphones sont plus gros que les téléphones pour les personnes qui ont 10 doigts et 2 mains. Ils ressemblent plus à des mini-tablettes. Tu prends un téléphone et tu le testes. Avec tes 4 pouces, tu tapes super rapidement sur le clavier. L'écran est suffisamment grand pour le reste de tes doigts. Tu passes aux ordinateurs et tu remarques une idée intéressante. Un ordinateur portable avec un clavier très large pour que tu puisses taper facilement. Tu ouvres un nouveau document et tu commences à écrire. Tu es surprise par ce confort d'écriture. Dommage que tu doives attendre que le produit soit effectivement lancé sur le marché pour pouvoir te l'offrir. Tu es en train de t'échauffer à la salle de gym. Tu te prépares pour ton prochain exercice. Tu montes sur le ring et tu t'entraînes sur un sac de frappe. Avec tes 20 doigts par main, chaque coup est plus fort qu'un coup de poing classique. Tu t'étires après chaque coup et tu continues ton entraînement. Tu passes à l'exercice suivant afin de te préparer pour le grand jour. Te voilà dans la forêt et tu t'entraînes au tir à l'arc. Tu places 2 canettes côte à côte, puis 2 autres canettes par-dessus. Tu prends ton arc et tu le tires en utilisant les 10 doigts de chaque main. Tu places 2 flèches avec soin et tu relâches. Tu touches facilement les canettes. Maintenant, tu augmentes la difficulté et tu places les 4 canettes côte à côte. Tu tournes ton arc à l'horizontale et tu tires jusqu'à ce que la tension soit suffisante. Tu lâches et les flèches partent. C'est encore gagné. Tu touches les 4 canettes sans faire le moindre effort. Puisque tu as 20 doigts par main, il te faut au moins 7 ou 8 cibles côte à côte. Tu utilises un arc long, mais ça ne va pas être facile de viser. Tu te concentres, tu décoches tes flèches et tu tires en plein dans les mille. Si tu avais 50 doigts par main, ta façon de marcher et ton apparence en seraient d'autant plus altérées. Tes mains seraient si lourdes que tu aurais besoin de bras très musclés pour maintenir ton équilibre et soutenir tes doigts. Tout serait plus grand, y compris ton téléphone et ton ordinateur. Les manches des guitares seraient adaptées. Il y a 6 cordes sur une guitare normale, mais sur ces méga-guitares, il y aurait au moins 30 voire 40 cordes. La musique ne serait plus limitée par les caractéristiques physiques humaines. Tous les instruments devraient être adaptés à ces 50 doigts par main, comme les trompettes, les pianos, les harpes et les saxophones. Un trio ferait l'effet d'un orchestre, et un orchestre fera l'effet de... 5 orchestres. Tu es tranquille à la maison en train de jouer aux jeux vidéo avec un ami. Chaque manette fait la taille d'une table basse. Ce n'est pas rien une main avec 50 doigts, donc les manettes ont des supports. Il y a tellement de boutons et de touches qu'on se perd rien qu'à les regarder. Tu joues à un jeu de foot en contrôlant chaque joueur individuellement. Avec de telles capacités de mouvement et de coordination pour un total de 100 doigts, ton cerveau est plus gros que la moyenne et tu es parfaitement multitâche. Tu bats ton ami. C'est lui qui gagne la revanche. Au 3e match, vous êtes à égalité. Vous vous tapez dans les mains. L'impact des mains à 50 doigts produit des ondes sonores qui arrivent jusque chez tes voisins. Avoir beaucoup de doigts sur les mains signifie que les objets tangibles et ergonomiques devraient être bien plus grands que la moyenne. Il serait super éprouvant d'aller chez un bijoutier parce que tu devrais trouver une bague qui puisse convenir à n'importe lequel des 50 doigts que tu as sur chaque main. L'industrie du gant pèserait des milliards, puisque la fabrication d'un seul gant engendrerait des coûts exorbitants. Dessiner avec un stylo normal deviendrait vraiment compliqué. Tous les stylos et les objets de papeterie seraient 10 fois plus grands que ce qui existe aujourd'hui, et coûteraient beaucoup plus cher. Les verres seraient plus grands ou plus larges pour que tu puisses les saisir correctement.
ta main serait beaucoup plus grande et tes doigts s'étendraient tout autour de la paume comme des pétales de tournesol. Si tu avais chaud, tu n'aurais pas besoin d'éventail pour te rafraîchir. Il serait aussi plus facile d'attraper du sable pour faire un château de sable. Avec des mains aussi grandes, tu pourrais créer des boules de sable et construire un méga château super vite. Et si tu faisais une bataille de boules de neige, il faudrait que tu te prépares à recevoir des boulets de canon au lieu de boules de neige normales. Oh là, tu n'y vas pas de main morte. Tu es assis dans ta voiture sur le parking d'un centre commercial. Tu viens d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de ta sœur et tu devrais avoir le temps de la porter à sa fête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le centre commercial. Il est donc très difficile de sortir du parking. Finalement, tu t'approches de la sortie. Tu appuies sur le bouton situé à côté du volant qui active le coussin anti-gravité. Il fait décoller ta voiture à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Les roues glissent à l'intérieur de la carrosserie et une énorme turbine sort du coffre. Le pare-brise devient un panneau tactile avec de nombreuses touches et écrans. Le portail s'ouvre, la turbine libère une flamme et ta voiture s'envole du parking directement dans l'espace. Des milliers de voitures volantes passent à toute allure devant toi, sur une autoroute spatiale invisible. Tu t'éloignes du centre commercial qui ressemble à une immense station spatiale entourée d'hologrammes publicitaires. Avant d'aller sur Terre, tu dois passer sur Mars pour réparer ton moteur. Ton GPS te donne un itinéraire et tu poursuis ta route. Tu es loin de l'orbite terrestre, donc tu peux atteindre Mars en quelques heures. Tu actives le pilote automatique et décides de faire une petite sieste. Nous sommes en 2048. La population mondiale a dépassé les 20 milliards d'habitants. Il y a trop peu d'espace sur Terre. L'humanité n'est pas encore prête à coloniser d'autres planètes, alors les scientifiques et les ingénieurs du monde entier ont commencé à construire d'énormes stations spatiales. Cela décharge la planète de 50% de sa population. Les stations ressemblent à d'énormes anneaux. Elles imitent l'atmosphère de la Terre, ont une gravité artificielle et de la végétation. Les gens naviguent sans cesse entre ces stations et la Terre. Des fusées assurent les transferts, mais c'est coûteux et peu pratique. Les constructeurs automobiles ont donc créé des voitures volantes super réactives. Quelques années plus tard, les humains ont lentement colonisé la Lune et Mars. Désormais, se rendre sur la planète rouge est aussi facile que d'aller dans la ville voisine. Les voitures suivent certaines routes qui sont similaires aux voies aériennes utilisées par les avions. Les ingénieurs ont créé des autoroutes numériques qui ne peuvent être vues qu'à travers le pare-brise. Bien sûr, tu peux voler dans l'espace dans n'importe quelle direction. Mais si tu vas dans un centre commercial ou sur la Lune, tu dois suivre une route numérique. Tu te réveilles en approche de Mars. Presque personne ne vit ici à cause de l'atmosphère et des conditions météorologiques difficiles. Mais Mars possède le plus grand centre de service auto et le parc d'attractions le plus cool du système solaire. Pour s'y rendre, les gens doivent rester dans un embouteillage spatial pendant des heures. Ton tableau de bord indique que tu as des problèmes de turbine. Tu enfiles ta combinaison spatiale, prends un tournevis laser et sors de ta voiture. Tu es en apesanteur, tu voles jusqu'à la turbine et tu répares le problème avec le tournevis. Il y a des milliers de voitures autour de toi. Tu vois les gens bâiller, écouter de la musique et regarder des films. Tu remontes dans ton véhicule et avances lentement. Il arrive souvent que le moteur ou la turbine tombe en panne au milieu d'une autoroute spatiale. Lorsque cela se produit, ta voiture se met en mode urgence. Le tableau de bord envoie automatiquement un signal à l'équipe de réparation la plus proche. Tu n'as alors qu'à flotter dans l'espace et attendre que les mécaniciens arrivent et remorquent ta voiture jusqu'au garage le plus proche. Tu as assez d'oxygène à l'intérieur pour tenir quelques jours, mais si tu en manques, tu peux demander de l'aide sur Internet. Les gens qui passent par là s'arrêteront et partageront leurs réserves d'oxygène avec toi. Tu arrives enfin au garage. Les mécaniciens installent un nouveau moteur de superjet sur ta voiture et réparent la turbine. Il ne te reste plus beaucoup de temps car tu as promis à ta sœur de ne pas être en retard. Tu remontes dans la voiture et quittes l'orbite martienne à toute vitesse. Le nouveau moteur tourne silencieusement et ne secoue pas ta voiture. Tu prends de la vitesse et voles le long d'une autoroute numérique presque vide. En chemin, tu croises de nombreux petits satellites diffusant des publicités holographiques. Heureusement, tu as un bloqueur de publicité. Tu l'actives et les bannières spatiales deviennent invisibles à travers ton pare-brise. Tu vois finalement apparaître un petit point bleu. C'est la Terre. Tu te souviens alors que tu devais nourrir ton chien. Tu quittes la route et voles jusqu'à la Lune.
Tu y as une maison que tu as achetée à petit prix l'année dernière. On ne peut pas encore changer l'atmosphère de planètes entières, mais on peut y installer de petits dômes et les remplir d'oxygène. À l'intérieur de ton dôme, tu as fait construire une maison, une piscine et même un petit jardin. Avant, les gens allaient à la campagne pour s'éloigner de l'agitation de la ville. Aujourd'hui, tout le monde achète des maisons sur la Lune. Tu traverses le dôme, te poses sur la surface blanche et tu vas mettre de la nourriture dans la gamelle du chien. Ton appartement de l'anneau spatial est en pleine rénovation, alors tu vis temporairement sur la Lune avec ton chien. Tu peux voir d'autres voitures voler jusqu'au dôme voisin. Certaines sont des supercars de luxe avec un gros coussin antigravité et un moteur ultra réactif. Elles peuvent voler 10 fois plus vite que la vitesse du son et ont une intelligence artificielle qui peut parler au conducteur. Il y a aussi de vieilles voitures spatiales rouillées. Parfois, les gens fixent un moteur à réaction sur une voiture normale qu'ils recouvrent d'un alliage de cuivre, de fer et d'argent pour parcourir de longues distances dans le vide spatial. On peut également voir beaucoup de taxis dans l'espace. Parfois, se rendre sur la Lune est moins cher que de se rendre à l'autre bout d'une ville terrestre. Cela s'explique par les embouteillages sur Terre. Il y a aussi beaucoup de bus volants dans l'espace. Chaque jour, plusieurs vols assurent la liaison Terre-Lune-Mars. Les gens construisent constamment quelque chose sur Mars. Les normes centres auto et le parc d'attractions sont terminés. À présent, ils y créent un centre scientifique pour étudier les sauts interstellaires. Bien entendu, les ingénieurs ont besoin de matériaux de construction pour de tels projets. Plusieurs fois par semaine, des trains volent de la Terre vers Mars en suivant une autre route. Au début, ils transportaient des personnes, mais ce n'est plus rentable. Il est beaucoup moins cher et plus rapide de se rendre sur Mars en bus ou avec sa propre voiture. Tu quittes enfin la Lune pour aller sur Terre. Le tableau de bord signale que tu n'as plus de carburant. Tu décides donc de t'arrêter dans une station-service. Il y en a partout. Elles sont entièrement contrôlées par intelligence artificielle. Tu voles vers l'une d'elles. La pompe à carburant se branche automatiquement à ton réservoir. Ton moteur consomme du carburant de fusée amélioré au lieu de l'essence. Tu paies par le biais de ton écran tactile et tu t'envoles. Des centaines d'autoroutes spatiales numériques mènent à la Terre et chacune est remplie de voitures. Encore des embouteillages. Il y a des points de contrôle dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les services douaniers vérifient les documents et les coffres des voitures. Pendant que tu es dans les embouteillages, tu regardes les camions poubelles. De nombreux débris flottent dans l'espace. Des camions, contrôlés par intelligence artificielle, volent lentement et collectent les ordures dans d'énormes conteneurs. Ils s'éloignent ensuite de la Terre et libèrent les conteneurs qui sont équipés de petites turbines, leur permettant de voler bien au-delà de notre système solaire. Ensuite, ils chauffent rapidement et tous les déchets à l'intérieur se consument. Tu passes enfin tous les points de contrôle et arrives dans les couches moyennes de l'atmosphère. Notre planète ressemble à un immense monde cyberpunk, mais en plus léger et plus joli. D'énormes voitures dispersent les nuages pour améliorer la visibilité. Des vaisseaux de pompiers volent vers l'une des stations où un incendie s'est déclaré. Dans le ciel, tu croises des centaines de stations-service, d'hôtels, de cinémas et de centres commerciaux aériens avant d'atteindre le sol. Tu t'approches d'un immeuble de stationnement. C'est un gratte-ciel de 80 étages rempli de voitures. Les gens s'y garent et utilisent les ascenseurs pour descendre. Heureusement, il y a un endroit près de la maison de ta sœur où tu peux te garer. Tu atterris, mets ta main sur le siège passager pour prendre le cadeau et... Oh non, on dirait bien que tu l'as oublié sur la Lune. Tu te promènes dans le parc avec ton adorable petit caniche. Tu lances la balle, l'animal court après et la ramène. Tu lances à nouveau et il court joyeusement. Puis, il s'arrête. Le caniche se fige, frissonne, puis se retourne et te regarde. Attrape-la, boule de neige. Mais il n'écoute pas. Alors tu t'approches de la balle, tu la ramasses et tu regardes le chien. Boule de neige te fixe d'un regard perçant. Tu lances la balle à côté de lui. Boule de neige, prends-la. Le chien pose sa patte sur la balle, puis secoue lentement la tête en signe de refus. Tu as un peu peur et tu regardes autour de toi. Tu remarques que d'autres personnes dans le parc ont également des problèmes avec leurs animaux de compagnie. Certains chiens aboient après leur maître, quelqu'un court dans tous les sens. Ton caniche te regarde comme si tu avais fait quelque chose de mal. Puis, il s'en va. Tu cours après Boule de neige en lui demandant de revenir. Tu quittes le parc et tu te retrouves sur la route.
Tu peux entendre des grincements de pneus à proximité. Plusieurs personnes courent dans ta direction. Ils sont effrayés. Tu essaies de leur demander ce qui s'est passé, mais après une seconde, tu comprends toi-même. Plusieurs éléphants, zèbres, lions et gorilles se déplacent sur la route. Ils sautent sur les voitures, démolissent les bouches d'incendie et font tomber les gens. Les éléphants hurlent à travers leurs trompes. Lorsqu'ils passent devant toi en courant, tu vois des pingouins assis sur le dos de ces énormes animaux. Tu n'oublies pas Boule de Neige et décides de retrouver ton chien. Tu te promènes dans les rues et tu rencontres d'autres personnes qui ont aussi perdu leur animal de compagnie. Tu reçois plein de messages sur ton téléphone. Tes amis te disent de regarder les infos. Tu vas sur Internet et tu vois que partout dans le monde, le comportement des animaux est devenu étrange. Tu vois un panda monter dans la voiture de quelqu'un et partir au volant. Une autre vidéo montre plusieurs loups qui font la queue au supermarché. Des chimpanzés sortent en courant d'un magasin avec des paquets de livres. Dans une autre vidéo, plusieurs phoques poussent un pêcheur hors de son bateau. 3 serveurs sont assis dans le coin d'un restaurant, tandis que des lions marchent autour d'eux et rugissent. L'un de ces animaux pose sa patte sur le menu et on dirait qu'il veut commander de la nourriture. Tu ne vois pas qu'une girafe se tient à côté de toi. Elle a baissé la tête et regarde aussi la vidéo sur ton téléphone. Tu hurles et tu t'enfuis. Tu t'approches de ta maison et tu vois Boule de Neige. Ton animal est entouré de plusieurs chats et chiens errants. On dirait qu'ils communiquent entre eux. Ils te voient et courent immédiatement dans différentes directions. Tu rentres dans la maison avec Boule de Neige. Tu prépares ton déjeuner et tu verses ses croquettes dans sa gamelle. Boule de Neige refuse de manger sa nourriture habituelle. Il pointe sa patte vers ton assiette, puis saute sur une chaise et attend que tu lui serves un repas normal. Tout cela est étrange, mais tu lui donnes ta nourriture et tu t'assieds à côté du chien. Après le déjeuner, celui-ci court dans le salon et s'assied près de l'armoire. Tu l'ouvres. Boule de Neige désigne la 2e étagère avec son nez. Il y a du papier blanc. Tu poses une feuille sur le sol. Boule de Neige saute sur la table et prend un stylo avec sa gueule. Le chien le tient entre ses dents et dessine quelque chose sur le papier. Après 5 minutes, tu regardes le dessin et tu réalises que c'est une inscription tordue et incompréhensible. Mais ça dit « À partir de maintenant, je comprends tout ». Tu regardes le caniche et il hoche la tête. À partir de ce moment, la vie de tous les habitants de la planète change. Ton animal n'est pas le seul à être devenu conscient. Tous les mammifères du monde sont désormais aussi intelligents que les humains. Les chiens ne se promènent plus dans les rues en laisse. De nombreux animaux domestiques s'enfuient de chez leur maître et ne reviennent jamais. D'autres restent dans des maisons et des appartements, mais sous certaines conditions. Tout animal domestique doit manger la même nourriture que son propriétaire, dormir sur un lit séparé, choisir les émissions de télévision à regarder et sortir quand il le souhaite. Des scientifiques du monde entier proposent aux animaux de passer des tests d'intelligence. Les zèbres jouent une mélodie célèbre avec leurs sabots. Les gorilles sont excellents en dessin et en écriture. Les taureaux dessinent des formes géométriques sur le sable avec leurs cornes. Dès que les gens se rendent compte que les animaux sont intelligents, ils décident de libérer tous les mammifères en captivité. Les cochons, les moutons, les vaches et les autres animaux de ferme s'échappent des élevages et des pâturages. Ils veulent être libres. Les produits à base de viande disparaissent de tous les magasins. La production de lait ralentit, car certaines vaches ne veulent pas le partager avec les humains. Les animaux sont libres, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent dire quelque chose d'important, mais ils ne peuvent pas le faire parce que leurs cordes vocales n'en sont pas capables. Pour résoudre ce problème, les scientifiques créent un collier qui lie l'activité cérébrale de l'animal et transforme ses pensées en mots. Les mammifères peuvent maintenant parler avec des voix de robots. 1 million d'animaux sauvages et domestiques sortent des forêts et de la jungle à travers le monde. Les reporters se rassemblent autour d'eux avec des caméras. Un lama avec un collier s'approche du micro. Il déclare que la planète n'appartient pas seulement aux hommes, mais aussi aux animaux. À partir de maintenant, il est interdit aux gens de nuire à la nature. S'ils violent l'accord, les animaux commenceront à prendre le contrôle des villes. Un acte de 500 pages est signé. Les termes de l'accord sont écrits en détail.
Certains animaux se déplacent vers les forêts et les jungles, mais d'autres mammifères veulent vivre dans un environnement urbain plus confortable. Plusieurs années passent. Les animaux et les hommes s'habituent à un nouveau mode de vie. Tous les mammifères qui vivent avec les humains portent désormais le collier vocal. Cela leur permet non seulement de communiquer avec les humains, mais aussi de devenir des membres à part entière de la société. Désormais, tu peux voir des loups distribuer le courrier dans les rues. Des antilopes travaillent comme professeurs d'athlétisme. Des orang-outans travaillent comme bibliothécaires. Une chauve-souris devient un DJ populaire et organise les meilleures soirées techno. Grâce au collier, les gens ont appris beaucoup de choses sur les animaux. Il s'avère que les taureaux sont des gentlemen parfaitement élevés, qui n'aiment pas les agressions et les bagarres. Les lions avouent qu'ils aiment la célébrité. Ils veulent être acteurs, écrivains et artistes musicaux. Les ours sont les créatures les plus paresseuses sur Terre. Il s'avère qu'ils ne supportent pas la chasse et adorent dormir. C'est pourquoi leur hibernation dure des mois. Les lémuriens et les gerboises s'inquiètent de l'avenir de la planète. Ils travaillent en tant que politiciens et occupent les postes de PDG dans de nombreuses grandes entreprises informatiques. Ce sont les chats qui ont le plus surpris les gens. Il s'avère qu'ils ont toujours été intelligents. Ils ne nous l'ont pas dit parce qu'ils étaient très bien ainsi. Depuis les temps anciens, les chats sont très respectés dans de nombreux pays. Ils restent à la maison toute la journée, se détendent et se prélassent au soleil. Les gens les aiment et leur donnent à manger. C'est une vie formidable. Quand ils ont reçu des colliers, ils ont dit qu'ils ne voulaient rien changer. Les grandes maisons de couture engagent des animaux comme mannequins. Tu peux voir des lions, des gorilles, des éléphants, des lémuriens, des koalas dans des tenues élégantes sur les couvertures des magazines. Les baleines et les dauphins sont aussi des mammifères. Ils sont aussi devenus intelligents, mais leur mode de vie n'a pas beaucoup changé. Ils aiment toujours nager dans les mers et les océans. Un jour, des gens ont décidé d'interviewer une baleine bleue, le plus grand mammifère du monde. La baleine a déclaré que 2 choses étaient importantes dans ce monde, de l'eau propre et la possibilité de communiquer à basse fréquence avec d'autres baleines. Et faites attention aux animaux qui viennent d'une autre planète. Puis, la baleine a simplement nagé au loin au lieu de répondre à la question de savoir ce qu'elle voulait dire. Avec le temps, les gens se sont rendus compte que l'intelligence des animaux se développe plus rapidement que celle des humains. Ils construisent des exocombinaisons uniques qui leur permettent de travailler avec leurs pattes comme les humains. Un chevreuil entre dans cette combinaison et construit des structures à l'aide de mains mécaniques au lieu de sabots. Grâce aux technologies modernes, certains animaux créent des maisons confortables dans les forêts. Ils installent également des caméras vidéo sur les arbres pour surveiller les humains qui décident de couper du bois. Ensuite, les animaux inventent leur propre langage. Ils veulent désormais communiquer entre eux sans collier, en utilisant des gestes, des sons et des odeurs. 100 ans plus tard, un groupe de cerfs et de moutons crée sa propre entreprise pour conquérir l'espace. Les mammifères envoient les premières fusées dans l'espace et colonisent Mars avec les hommes. Si je te demandais « Quelle heure est-il » tu regarderais probablement ton téléphone, l'écran de ton ordinateur portable ou ta montre bracelet pour le savoir. Mais comment ces appareils connaissent-ils l'heure? Dans tes appareils, l'heure est réglée automatiquement par un programme. Mais comment ce programme peut-il connaître l'heure exacte? Les horlogers règlent leur montre à cadran avant la vente. Mais comment ces personnes peuvent-elles connaître l'heure exacte? Quelqu'un sait-il vraiment quelle heure il est? Il y a là de quoi faire une chanson. Quoi qu'il en soit, comment déterminer cette heure? Et que se passe-t-il si toutes les horloges du monde s'arrêtent? Attends une petite minute, ou peut-être plus longtemps. Bienvenue au National Physical Laboratory, dans le sud-ouest de Londres. C'est ici que se trouvent certaines des horloges atomiques les plus célèbres au monde, appelées Masers à hydrogène. Il existe environ 400 appareils de ce type dans le monde, et ils aident la planète entière à se repérer dans le temps. Toutes les technologies modernes, les satellites, les systèmes d'exploitation, le GPS, les horaires de volume et de train, et les programmes de télévision sur ton écran sont régis par l'horloge atomique. Voici comment elle fonctionne. Imagine un pendule. Il oscille d'un côté à l'autre. Une oscillation de gauche à droite, ou vice-versa, correspond à une période de temps égale à 1 seconde. Le pendule n'est pas très précis, car il n'est pas constant. Son mouvement peut ralentir ou accélérer. Dans les horloges atomiques, les atomes jouent le rôle d'un pendule. Lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement micro-ondes,
ils commencent à fluctuer. Environ 9 milliards de fluctuations correspondent à une seconde. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à compter toi-même. Les vibrations des atomes sont précises et constantes. Ces horloges ne retardent pas plus qu'elles ne prennent d'avance. La marge d'erreur d'une pareille horloge peut être d'une seconde tous les 10 millions d'années. On ne peut pas attendre aussi longtemps, alors on va croire les savants sur parole. Les horloges atomiques guident toutes nos technologies modernes, à commencer par les satellites de communication. Imaginons maintenant que, pour une raison ou pour une autre, elles cessent de fonctionner. Les atomes ne réagissent plus aux micro-ondes. Après eux, les montres à quartz et toutes les montres électroniques s'arrêtent. Ton téléphone n'indique plus l'heure. Et l'heure d'arrivée des vols disparaît sur le panneau d'affichage de l'aéroport. À ce moment-là, tous les répartiteurs contactent les pilotes et leur demandent d'atterrir d'urgence dans les aéroports les plus proches. Les vols ultérieurs deviennent impossibles. Il y a trop d'avions dans le ciel. Si plusieurs décollent et atterrissent en même temps sur la même piste, cela peut conduire à une catastrophe. Sans horloge, les répartiteurs de vol ne pourraient pas établir de programme correct. Il en va de même pour tous les trains. Les gares ne peuvent plus coordonner les trajets ni effectuer les aiguillages sur les voies ferrées. Ce système est trop complexe et ne peut fonctionner qu'avec un horaire précis. Le monde commence à plonger dans le chaos le plus total. Le système bancaire s'effondre. Les courtiers ne transfèrent plus l'argent sur les comptes de leurs clients à temps. Les gens ne peuvent plus recevoir leur salaire à temps. Imagine que tu aies promis d'envoyer une présentation à un client demain à 14 h et que tu t'attendes à être rémunéré pour cela. Le lendemain, tu ne sais pas quelle heure il est et tu envoies la présentation au client 2 heures trop tard. Il ne reçoit pas le dossier à temps et le contrat tombe à l'eau. Dans les grandes usines, le programme de la journée n'est plus respecté. La rentabilité des travailleurs s'en trouve profondément affectée. Imagine qu'une usine produise 2 tonnes d'acier transformé en exactement 8 heures. Sauf que ce rythme de travail est perturbé, ce qui réduit le volume. Ensuite, cet acier devrait être expédié par navire. Or, les horaires des navires ne fonctionnent plus non plus. Et cela s'applique à toutes les matières premières, le bois, les conducteurs électriques, le pétrole et les métaux. Les chaînes logistiques s'effondrent à cause de l'arrêt des horloges. La crise économique laisse place à la panique dans le monde entier. La bourse ferme et ouvre tous les jours à des heures différentes. Les actionnaires et autres investisseurs en sont pour leurs frais. Et certains affirment que c'est l'horloge, et non la machine à vapeur, qui a été le mécanisme le plus important de la révolution industrielle. Les moteurs à vapeur propulsèrent les locomotives et les bateaux, mais ils ne pouvaient pas synchroniser le travail d'un grand nombre de personnes. Dans ces conditions, tu ne te précipites plus nulle part, mais toutes les autres personnes en font de même. Tu peux te rendre au supermarché, qui sera fermé parce que son propriétaire ne s'est pas réveillé. Mais lorsque les portes s'ouvrent, tu constates qu'il n'y a presque plus de produits. Les bateaux, les trains et les camions n'ont pas pu livrer les fruits, le pain et les légumes, parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'heure. Nombreux sont ceux qui quitteront les grandes villes, car il sera quasi impossible d'y vivre sans horloge. L'ère de la haute technologie est révolue. Les chaînes de télévision ont cessé d'émettre parce qu'il suffisait que certains employés soient en retard pour que l'émission tombe à l'eau. L'animateur de la chaîne arrive avant le caméraman. Mais l'ingénieur du son dort encore, parce que son réveil ne connaît plus l'heure. Pour mettre fin à ce capharnaüm, 2 choses doivent être faites. La première est d'accepter que notre vie high-tech d'avant n'existera plus. La seconde est de prendre exemple sur nos ancêtres. Les gens ont vécu pendant des milliers d'années sans connaître l'heure exacte. Cela n'a été nécessaire que depuis le début de la révolution industrielle. Avant cela, les gens étaient guidés par le soleil, le chant du coq et leur horloge biologique interne. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont eu pour habitude de se coucher le soir et de se réveiller au matin. Mais l'invention de l'ampoule électrique a bouleversé cet ordre naturel. L'ère industrielle a forcé l'humanité à se concentrer non plus sur son horloge interne, mais sur l'heure d'ouverture des usines. Puis la télévision, l'Internet et les jeux vidéo ont été inventés. Et notre mode de sommeil établi par l'évolution a changé. Mais dans un monde où l'on ne comptera plus le temps, les gens oublieront à nouveau les réveils et commenceront à améliorer leur sommeil. Il y aura un cadran solaire dans chaque maison, et c'est son ombre qui guidera l'humanité.
les sabliers de différentes formes et tailles redeviendront populaires. Tôt ou tard, nous retrouverons un point de repère dans le temps, comme par le passé. Par exemple, au XIXe siècle, les gens avaient recours à des centaines de normes horaires différentes. Les horaires des chemins de fer et des bus déterminaient chacune d'entre elles. Lorsque le nombre d'itinéraires a augmenté, les gens ont commencé à s'en tenir à l'heure fixée par le méridien de Greenwich au Royaume-Uni. Une grande horloge mécanique guidait l'ensemble du pays. Il s'agit de l'heure moyenne de Greenwich ou GMT. Les commerçants, les directeurs d'usines et les banquiers ajustaient leurs montres en fonction de cette heure. Lorsque tous les trains britanniques ont été chronométrés, le signal GMT a été envoyé à travers l'Atlantique par câble sous-marin, jusqu'à Harvard, dans le Massachusetts. Puis, lors d'une conférence spéciale à Washington, plus de 25 pays ont reconnu Greenwich comme la norme horaire internationale. Tout allait comme sur des roulettes. La technologie fonctionnait de façon synchronisée dans le monde entier. Mais les problèmes ont commencé. Au bout de 10 ans, les scientifiques ont réalisé que le monde avait besoin de nouvelles horloges. Il s'est avéré que celle de Greenwich était imprécise, parce qu'elle se basait sur le temps que mettait notre planète à tourner autour de son axe. Au XXe siècle, on a appris que la Terre changeait de vitesse de rotation au fil des ans. Ah oui? Elle accélère ou ralentit en raison de l'influence gravitationnelle de la Lune, du Soleil et d'autres planètes, ainsi que des fluctuations géologiques à l'intérieur du noyau terrestre. Wouch! Ton vaisseau spatial est presque arrivé. Grâce aux dernières technologies, tu peux maintenant voyager vers n'importe quelle planète de notre système solaire plus rapidement que jamais. Et nous pouvons enfin visiter d'autres planètes en toute sécurité. Tu t'es inscrit à un voyage dans l'espace et tu es maintenant à bord d'un vaisseau avec ton guide, des astronautes et quelques autres passagers. Premier arrêt, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Elle se trouve à seulement à 1/3 de la distance de la Terre au Soleil. La vue va être spectaculaire. Dès que ton vaisseau se pose sur la surface solide de cette planète rocheuse, tu vois un univers sans fin. Des étoiles, des comètes qui passent et le Soleil. 3 fois plus grand que ce que nous voyons depuis la Terre. Sans aucun nuage pour gêner la vue. Il n'y a pas de lune. Mercure et Vénus n'en ont pas. Tu essayes de bouger, mais à cause de ta combinaison spatiale et de la gravité réduite, tu as l'impression d'être sur un trampoline dans un film au ralenti. Il n'est pas prudent de venir ici pendant la journée. Sur Mercure, elle dure presque 59 jours terrestres. Bien que ta combinaison spatiale te protège, les températures peuvent devenir assez extrêmes. Pendant la journée, elles montent jusqu'à 430 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur, donc la température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 180 degrés. C'est pourquoi Mercure n'est pas la planète la plus chaude, même si elle est la plus proche du Soleil. Vénus est la deuxième plus proche, mais elle possède une atmosphère qui retient sa chaleur. Tu es en sécurité dans ta combinaison spatiale adaptée, mais il sera quand même très difficile de subir des changements de température aussi radicaux, alors tu dois te dépêcher. Mercure a une gravité plus faible, parce qu'elle pèse moins que la Terre, ce qui signifie que la gravité sur Mercure tire moins sur ton corps. Si une personne pèse 45 kg sur Terre, elle pèsera 17 kg sur Mercure. Et tu te sens vraiment plus léger. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu entends la voix de ton guide dans ta combinaison spatiale. Il est debout à côté de toi et pointe quelque chose du doigt. Regarde à ta gauche, c'est pour ça que nous sommes ici. Le bassin Caloris. Époustouflant. L'atmosphère de Mercure est si fine que rien ne protège la planète des astéroïdes qui percutent sa surface. C'est elle qui a le plus de cratères de notre système solaire. C'est pourquoi elle te rappelle la Lune. Et maintenant tu es là, regardant le bassin Caloris, le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire, formé il y a presque 4 milliards d'années par un objet d'au moins 97 km de long. Tu peux voir son intérieur rocheux, rempli de crevasses profondes et de crêtes aiguës, entouré des plus hautes montagnes que l'on puisse trouver sur cette planète, lesquelles s'élèvent à 3000 mètres au-dessus de nombreuses cheminées volcaniques. Elles étaient en activité autrefois. L'autre côté, qui est caché du Soleil, recèle de minuscules dépôts de glace. C'est la seule forme d'eau que l'on trouve ici, mais tu n'auras pas le temps de la voir. Mercure n'est qu'une étape temporaire avant de continuer à avancer. Tu commences à peine à te mettre à l'aise dans le vaisseau lorsque tu vois ton guide s'approcher de toi. On ne peut pas s'arrêter sur Vénus, dit-il. Il arrive que nous puissions nous rapprocher de la surface, voire même atterrir et sortir du vaisseau. Mais aujourd'hui, les vents sont trop forts. Ils sont généralement d'un peu plus de 360 km/h et ils maintiennent les nuages jaunes et blancs de la planète en mouvement constant. C'est l'activité volcanique qui a formé la surface de Vénus. 90% de celle-ci est constituée de lave basaltique solidifiée. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit à visiter. De plus, l'atmosphère y est dense. Pendant que tu es dans le vaisseau spatial, tu reçois un appel vidéo de ta pote sur le système spécial de communication spatiale.
Elle s'est rendue sur Jupiter. Jupiter est une géante gazeuse. Il n'y a donc aucun endroit où se poser. Aussi, la pression est vraiment forte. Elle comprime les gaz en liquide, donc l'atmosphère de Jupiter pourrait écraser comme une boule de papier n'importe quel vaisseau spatial fait d'acier qui traverserait ces nuages. Les visiteurs font généralement des excursions d'une journée pour la voir, orbitant à bord leurs vaisseaux spatiaux afin de prendre des photos d'en haut. C'est fou parce que cette planète est comme un tourbillon de vent orageux et elle possède les aurores les plus brillantes de tout le système solaire. Ton ami a même vu la grande tache rouge. C'est un gigantesque anticyclone de forme ovale qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'était incroyable. La tache rouge est 4 fois plus grande que la Terre. Mais le vrai régal était Europe, la 6e lune de Jupiter. Les scientifiques pensent qu'elle est jeune en raison de sa surface lisse et relativement intacte. Europe est un grand monde océanique, avec tous les ingrédients nécessaires à une vie que nous n'avons pas encore découverte. Il propose même des visites guidées où tu essayes de découvrir si quelque chose nous attend sous une épaisse couche de glace. Les visiteurs doivent porter des combinaisons spatiales spéciales de protection car Europe reçoit d'énormes quantités de radiation de Jupiter. Et il y a Io, une autre lune de Jupiter qui est colorée et tout simplement la plus belle chose qui soit. C'est un endroit où l'activité volcanique est plus importante que sur Terre et où l'on trouve les volcans les plus actifs de notre système solaire. Plus de 400 volcans, 150 d'entre eux peuvent entrer en éruption à tout moment. La gravité de Jupiter pousse l'activité volcanique. Elle comprime Io comme une balle en caoutchouc et cela donne des volcans. Tu aurais aimé être là, avec elle, mais pour l'instant tu te diriges vers ta prochaine escale. Les jours passent et à un moment donné, tu vois la Terre de loin. Tu te sens un peu nostalgique en pensant à tes amis et à ta famille, mais au bout d'un moment, tu te réjouis en voyant ta prochaine destination. Enfin, c'est la planète rouge. Tu entends le bruit lointain et étouffé du vaisseau spatial qui s'oppose sur la surface couleur rouille. Tout ce qui t'entoure n'est qu'un immense désert aride. Le vent est fort et soulève la poussière. C'est ainsi que se forment ces énormes dunes de sable extraterrestres. Et la tempête va arriver dans les prochains jours à ce qu'on te dit. Il y a des milliards d'années, Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Des lacs, des rivières, peut-être même abritait-elle la vie. Son axe de rotation est un peu incliné, ce qui fait que Mars a des saisons similaires à celles de notre planète. Quand un hémisphère est incliné plus près du Soleil, ça correspond au printemps et à l'été. L'autre hémisphère, qui est incliné vers l'extérieur, est pour sa part en automne et en hiver. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que la nôtre, donc la planète ne peut pas retenir autant de chaleur près de sa surface. La pression de l'air sur Mars est environ 50 fois plus faible que celle au sommet du mont Everest. Tu arrives à l'hôtel spatial. Mars est la seule planète à disposer de tels hôtels pour le moment. Sur les autres planètes, tu dors dans ton vaisseau car elles ne peuvent pas offrir des conditions suffisamment sûres pour que les gens y demeurent longtemps. Le personnel de cet hôtel est formidable. Il s'est habitué aux touristes car Mars est l'endroit le plus visité de notre système solaire. La nourriture est excellente et tu as hâte de la manger et de dormir. Le lendemain, tu te réveilles à l'aube pour te préparer à faire du ski avec ton groupe. Les jours sur Mars sont approximativement de la même durée que sur Terre. Il a neigé toute la nuit, mais à cause de l'atmosphère sèche et de la basse pression, la neige ne reste jamais trop longtemps. Alors autant tenter sa chance. Mars a des montagnes et des vallées étonnantes, et ses calottes polaires glacées étaient si cool. Oh, et regarde les volcans! Le lendemain, un petit avion spécialement conçu pour te transporter sur cette planète vient te chercher pour une excursion d'une journée à Olympus Mons, le plus grand volcan de notre système solaire. Il s'élève à 26 km au-dessus de la surface, soit 3 fois plus haut que notre Everest. Tu atterris sur le bord extérieur du volcan. Le sommet est si haut qu'il semble dépasser l'horizon. Le 3e jour, tu visites Valles Marineris, le système de canyon emblématique que tu ne pouvais voir qu'en photo jusqu'à présent. Son réseau d'abîmes est étonnant. 5 fois plus grand et 4 fois plus profond que notre Grand Canyon. À son point le plus large, il fait 320 km de large. Tu décides de passer les 5 prochains jours dans l'hémisphère sud. Il y a un autre hôtel où tu peux réserver des excursions d'une journée vers les nombreux volcans éteints de la région. Tout est recouvert de poussière dans différentes nuances de rouge, d'orange et de brun, dues à la rouille du fer. Mais le ciel est tout le temps poussiéreux. Tu es même pris dans une tempête une fois, si bien que personne ne peut quitter l'hôtel de la journée. Tu regardes le soleil, qui est un peu plus éloigné que ce que nous voyons depuis la Terre. Ta planète te manque, où tu peux te balader tranquille, sans combinaison spéciale, sentir la brise fraîche, nager dans l'océan ou boire un bon café avec tes copains. Il y a encore un endroit à voir avant de rentrer à la maison. Il est autrement plus dangereux et compliqué à visiter que les autres. Dans la constellation du Cygne se trouve Kepler 16b, une planète qui tourne autour de 2 étoiles et qui a 2 couchers de soleil, de sorte que tu auras 2 ombres. La planète est faite de gaz et de roches, il sera donc difficile d'y atterrir. Mais cette nouvelle aventure t'attend et
il est temps de partir. Essaye d'imaginer ce que ce serait si tu te réveillais un jour et que tout ce qui t'entoure était rose. Et je veux dire littéralement tout, pas juste quelques petites touches ici et là. Non, vraiment tout serait rose. Des murs à ton lit, en passant par ton bureau, ton fauteuil et même les vêtements que tu portes. Serais-tu capable de vivre dans un tel monde pendant une semaine entière? Il se peut que ta première pensée soit alors « Il y a un truc qui cloche avec mes yeux ?» Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et même si tu avais un problème de vision, il y a peu de chances que tu finisses par ne voir qu'une seule couleur pour le reste de ta vie. La plupart des daltoniens sont nés ainsi. Même s'il existe de rares cas où cette pathologie se développe plus tard dans la vie. En plus, même les personnes totalement daltoniennes voient tout de même le monde en noir, blanc et gris. En général, si les daltoniens ont des difficultés à percevoir certaines couleurs, leur plus grande difficulté est surtout de distinguer les nuances d'une même teinte. Mais revenons à notre monde tout rose, d'accord? Le rose est-il une couleur spéciale pour notre cerveau? Lorsque nous pensons à des objets roses, nous les associons très souvent à des émotions telles que l'amour et la gentillesse. Dans certains cas, cela dit, le fait de regarder du rose pendant de longues périodes peut même rendre les gens plus agités. Dans le domaine du sport, il est arrivé que des équipes peignent en rose les vestiaires de l'équipe adverse pour tenter de réduire leur énergie et leur performance. Cette tactique a été mise en œuvre par un entraîneur américain qui croyait que des vestiaires entièrement roses perturberaient les esprits des équipes adverses. Et si je te disais que cette nuance spécifique de rose avec laquelle tu t'es réveillé avait des pouvoirs spéciaux? Dans les années 1970, un scientifique nommé Alexander Schoss a découvert une couleur qui rendait les gens calmes et détendus. Après de nombreuses expériences visant à tester les effets de différentes couleurs sur le comportement des gens, il a identifié cette teinte spécifique qu'il a baptisée Rose Schoss. Son étude a démontré que lorsque les gens regardaient une couleur vive, ils perdaient de la puissance dans leurs muscles. Mais lorsqu'ils regardaient du bleu, leur énergie revenait à la normale. Le chercheur en a parlé lors de conférences publiques et l'a même prouvé à la télévision. Il a invité un bodybuilder et a montré qu'il ne pouvait pas faire une seule flexion du biceps après avoir regardé la couleur rose. Schoss était tellement convaincu de sa découverte qu'il a même suggéré que les prisons peignent les cellules de détention en rose pour calmer les gens. 2 agents d'une prison américaine ont testé cette idée et ont constaté que certains détenus devenaient plus calmes après avoir passé 15 minutes dans leurs cellules roses. Quoi qu'il en soit, les études ultérieures n'ont pas prouvé la véracité des recherches initiales de Schoss. Mais cela ne signifie pas que l'on ne peut pas les tester par soi-même. Il n'y a aucun moyen de savoir comment le cerveau réagirait s'il vivait dans un univers rose pendant un jour, une semaine ou même un mois entier. Tout dépend aussi de l'expérience antérieure de la personne avec cette couleur. S'il s'agissait d'une situation heureuse, il se peut que le rose te plaise. Cependant, à partir d'un certain degré, il est aussi probable que ce soit dur pour les yeux. Mais nous ne pouvons pas prétendre que les tons de notre environnement ne nous affectent pas. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, a développé une théorie de la psychologie des couleurs, également connue sous le nom de théorie jungienne des couleurs. Il estimait que chaque teinte avait une signification différente, quelque part au fond de notre esprit, et qu'elle avait le pouvoir de révéler des pensées plus profondes. Il pensait que les couleurs pouvaient être utilisées pour comprendre les pensées et les sentiments les plus forts d'un individu. Par exemple, il considérait que le bleu était formel et précis, tandis que le vert rendait les gens détendus et patients. En regardant le jaune, les gens devenaient plus sociables. Enfin, si l'on aime la couleur rouge, cela signifie que l'on est compétitif et que l'on a du caractère. Le rose n'est pas la seule couleur dont on a étudié les effets sur le cerveau. Prenons le vert par exemple. Te sentirais-tu mieux si tu évoluais dans un environnement tout vert? De fait, contempler cette couleur peut aider à mieux se concentrer. Des études ont établi que les personnes qui prennent des petites pauses pour regarder des choses vertes, comme des arbres ou de l'herbe, se concentrent mieux sur des tâches ennuyeuses et font moins d'erreurs. Cela s'explique par le fait que le vert est apaisant, facile à percevoir pour nos yeux et notre cerveau. C'est la teinte que l'on trouve le plus souvent dans la nature. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre nous la trouvent tranquillisante. Quant au rouge et à l'orange, ils doivent être utilisés avec modération. Donc, pas de maison orange pour moi, merci. Ces coloris peuvent donner l'impression d'être plus énergiques et plus actifs, mais en abuser peut s'avérer néfaste. Des chercheurs ont conclu que le fait d'être entouré de rouge ou d'orange pendant de longues périodes peut nous rendre irritables. N'oublions pas le bleu. Il peut donner une sensation de calme et de repos, mais aussi de tristesse, surtout dans les teintes les plus sombres.
Selon la nuance, se réveiller dans un monde tout bleu peut s'accompagner de son lot de problèmes. Vient aussi le problème de la lumière bleue. Il s'agit du type de lumière émise par les écrans. Elle peut parfois nuire à notre sommeil, car elle peut faire croire à notre cerveau qu'il fait encore jour. Elle peut empêcher l'organisme de produire les hormones nécessaires pour s'endormir aux bonnes heures. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d'éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Qu'en est-il de nos yeux? Regarder la même couleur pendant de longues périodes est-il bon pour nous? Pas vraiment. Si on contemple une couleur durant longtemps, cela peut modifier la façon dont on voit les autres. Dans le passé, les gens utilisaient des écrans d'ordinateur qui avaient de nombreux reflets verts. Comme ils étaient souvent exposés à cette couleur au cours d'une journée de travail classique, ils finissaient par tout voir avec une teinte violette après avoir cessé d'utiliser leur ordinateur. L'explication est simple. La partie de l'œil responsable de la vision du vert était fatiguée. Elle devait compenser avec d'autres parties de l'œil plus fraîches, celles qui sont responsables de voir le rouge et le bleu. Et qu'obtient-on lorsque l'on combine le rouge et le bleu? Du violet. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des écrans d'ordinateur blancs avec des lettres noires, de sorte que ce phénomène se produit moins. Cette altération de la vue s'explique également par l'effet McCullough. Il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque les gens perçoivent un changement dans la couleur d'un objet après l'avoir fixé longtemps. En 1965, Celeste McCullough a découvert qu'en regardant des rayures colorées durant une trop longue période, la vision des choses pouvait s'en trouver affectée durant des mois. Pour son expérience, des volontaires ont regardé des rayures colorées, puis des rayures en noir et blanc. Si on fait cela suffisamment longtemps, on finit par voir les lignes monochromes également en couleur. Tout comme le flash d'un appareil photo peut rendre la vision floue pendant quelques instants, cet effet peut durer longtemps si on regarde les rayures trop longtemps. Est-ce que la couleur que l'on fixe a une incidence sur la vue? Pas vraiment. Rien ne prouve qu'une certaine couleur puisse déclencher l'effet McCullough. L'effet McCullough est plutôt dû à une combinaison de facteurs, tels que des changements dans la façon dont le cerveau traite les informations visuelles, la fatigue des muscles oculaires et des changements dans la manière dont la rétine de l'œil réagit à la lumière. Qu'en est-il de la lumière? Certes, l'exposition à la lumière du soleil est importante pour notre bien-être. Mais tu as sûrement entendu cette phrase depuis que tu es tout petit. Ne regarde pas le soleil en face. Y a-t-il vraiment des preuves que cela affecte nos yeux ou s'agit-il encore d'un mythe? Il s'avère que c'est effectivement dangereux. Lorsque l'on fixe le soleil pendant une période prolongée, la lumière ultraviolette pénètre dans les yeux. Elle traverse ensuite la lentille interne pour atteindre la rétine et le fond de l'œil. Lorsque ce tissu sensible à la lumière est exposé aux rayons UV, il peut être endommagé. On finit alors par voir des taches durant plus de quelques secondes, voire par subir des lésions permanentes de la vue. Ce processus peut se produire rapidement, même en quelques secondes d'exposition directe au soleil. Ah, tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées les unes sur les autres. Tu étires ton bras droit et tu tombes sur des restes de nouilles collantes que tu as mangées hier soir. Ta jambe s'éclate sur le gâteau au chocolat de la semaine dernière et tache ton matelas. Il y a des papiers, des vêtements, des livres, des boîtes en carton avec de la nourriture encore dedans et d'autres déchets dégoûtants partout sur ton grand lit. Tu es trop paresseux pour sortir du lit, mais tu dois quand même aller travailler. Tu pousses tous ces déchets et les fais glisser sur le sol déjà jonché de détritus. Il y a des bouteilles en plastique, d'autres déchets de malbouffe, des vêtements, de la vaisselle sale et des poils d'animaux sur le sol. C'est collant et cela recouvre chaque centimètre carré au point que tu as l'impression de marcher sur de la lave. Tu fixes la fenêtre sale, tu te regardes dans le miroir et tu boudes. Ce n'est pas le toi que tu imaginais être il y a 1 an. Le soleil brille et tu viens d'acheter ta toute nouvelle maison. C'est un endroit agréable à l'extérieur de la ville, dans un petit quartier sympathique entouré de clôtures en bois et de jardins fleuris. Tes voisins viennent te saluer au moment où tu arrives dans l'allée. Ils apportent un plat fait maison et de délicieux desserts pour te souhaiter la bienvenue dans le quartier. Tu les acceptes avec joie et tu te rends à l'intérieur de ta nouvelle maison. Tout au long de la semaine, tu déballes tes affaires et tu ranges tes meubles. Tu viens également de décrocher un nouvel emploi qui t'a permis de te payer cette maison.
Tu te lèves tous les jours à 6 heures et tu rentres à la maison à 22 heures. Ce nouvel emploi te paye bien, mais tu n'as pas de temps pour toi ni pour mettre de l'ordre dans ta maison. Au cours des mois suivants, tu commences à commander de la nourriture tous les soirs et à apporter les restes au travail. Tu n'as pas changé tes draps de lit depuis ton arrivée et tu n'as pas passé l'aspirateur sur le sol depuis que tu vis là. L'odeur à l'intérieur est de plus en plus forte, étant donné que tu ne sors pas non plus les poubelles et que tu n'ouvres pas les fenêtres pour aérer la maison. Tu as également renoncé à trier ton linge sale. Tu n'as plus de vêtements propres, alors tu réutilises les mêmes vêtements pour le travail, mais ils sont couverts de taches de nourriture. La salle de bain ne donne vraiment pas envie d'y aller. L'eau coule et déborde sur le sol, ce qui rend l'intérieur humide. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas, les moisissures se développent à toute vitesse, offrant un foyer à diverses bactéries et parasites. Il n'est pas étonnant que tu te fasses porter malade tous les mois. Tant de travail t'a fait perdre de vue ta maison et a affecté tes performances au bureau. Tu as déjà reçu plusieurs avertissements et on t'a dit de prendre soin de toi et de t'acheter de nouveaux vêtements ou de laver ce que tu as. Mais plus tu achètes de vêtements, plus des piles de vêtements sales apparaissent dans toute la maison. Il n'y a plus d'endroit pour dormir. Ton lit est une montagne de déchets et ton canapé abrite des cartons que tu n'as même pas déballés depuis que tu as emménagé. Tu commandes un sac de couchage et tu t'installes dans la cuisine sale. Les cafards rampent sur chaque centimètre du sol de la cuisine, du comptoir et des moindres recoins. Les rats ont rongé la plupart des meubles en bois et créé un réseau de tunnels souterrains qui leur permet d'accéder à toutes les pièces de la maison. Tu entends leurs petites griffes taper sur le carrelage chaque fois qu'elles passent devant ton oreille. Tu essayes de dormir, mais la vaisselle dans l'évier est tellement empilée que le robinet qui goutte fait couler l'eau à travers les assiettes et les verres et t'éclabousse le front. Tu ramasses ton sac de couchage et tu le poses au sous-sol. L'odeur est insupportable. Il y a de la mousse qui pousse dans tous les coins et même une petite flaque d'eau stagnante qui croupit et sert d'abri aux moustiques, bactéries et autres vermines. Les rats et les souris utilisent cette petite piscine comme lieu de baignade pour organiser des fêtes et se nettoyer après une longue journée passée à manger ta nourriture et à créer des tunnels. Il y a des milliers de rats dans tous les coins, mais avec le temps, disons qu'ils ne te dérangent plus. Tu vois des petits nids de bébés rats dans les coins sombres. Les murs en bois sont en train de s'effondrer, rongés par les termites et la moisissure. Tu te réveilles le lendemain avec des empreintes de rats sur tout le corps et tu vas au travail. Mais tu te fais mettre à la porte et tu es renvoyé chez toi pour te laver. Tu essayes de prendre une douche, mais les tuyaux sont bouchés et seules quelques gouttes d'eau sale atterrissent sur ton corps. Tu vas dans le jardin où il y a une parcelle de terre où tu devais construire une piscine, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Tu poses ton sac de couchage sur la terre et tu essaies de trouver le tuyau d'arrosage pour te nettoyer. Mais les rats ont rongé le plastique et il ne peut pas asperger correctement. Quoi qu'il en soit, tu te rinces avec de l'eau et tu essaies de te sécher avec des sacs poubelles, puisque tu ne trouves pas les serviettes dans cette mer d'ordures. Tu retournes à l'intérieur pour regarder la télévision, qui étonnamment fonctionne toujours. Tu libères un peu d'espace sur ton canapé et tu commandes une pizza. Tu as une pile de boîtes à pizza empilées les unes sur les autres qui forment une table basse de fortune et tu poses tes jambes dessus. La pression et le poids de tes jambes font fuir les insectes qui mangeaient les restes de croûte et de fromage. On sonne à la porte et tu te lèves pour répondre. Le livreur est déjà dans sa voiture et s'éloigne de la puanteur. Ils te connaissent tous maintenant. C'est une bonne chose que tu es payé en ligne. Tu retournes regarder ton film en voyant d'autres bestioles ramper sur ton téléviseur. Les heures passent et tu réalises que tu dois te lever tôt pour aller travailler. Tu fais un peu de place pour dormir, mais tu t'écorches la tête sur un objet pointu qui traîne sur le canapé. Les mois passent. Les voisins cessent de te parler, voire t'ignorent carrément. Ils t'évitent dès que tu sors de chez toi. La plupart du temps, ils font des commérages et des commentaires sur ta maison.
tous les parasites qui proviennent de chez toi se répandent dans le quartier. Les voitures de contrôle des nuisibles vont et viennent dans le quartier et visitent une nouvelle maison chaque jour. Les mouches et les asticots ont colonisé ta maison au point qu'il est impossible de se promener sans avoir des mouches autour du visage. Tous ceux qui passent dans le quartier savent que ta maison est la source de l'infestation. Plusieurs mois passent et ta maison est méconnaissable. Il est impossible de voir le sol et les murs sont couverts de rayures. Les rats ont pris le pouvoir et grignotent à peu près tout. Ils sont devenus tes nouveaux amis quand tu manges et finissent même des restes pour toi. Le sous-sol est complètement inondé et l'eau s'écoule jusqu'à la rue principale. D'autres créatures ont trouvé refuge chez toi, notamment des chats et des chiens errants, des ratons laveurs, des opossums et même des chauves-souris. Tu as du verre cassé partout sur le sol à cause des ampoules cassées et ton matelas est troué de partout. Tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées sur toi et tu te regardes dans le miroir. C'est le premier anniversaire de ton arrivée et ce n'est pas la vie que tu avais imaginée. Par la fenêtre, tu vois tes voisins qui vendent leur maison. Certains sont déjà partis, y compris celui qui t'a accueilli lorsque tu as emménagé. Tu te retournes et, comme si c'était la première fois, tu vois enfin que ta maison est en désordre. Tu repères une photo de toi accrochée au mur. Tu l'as installée là quand tu as emménagé. Tu décides de réparer ta maison et de tout nettoyer. Tu sais que cela prendra des semaines, voire des mois, mais tu laisses tomber le travail et tu commences par ranger ta chambre. Tu prends des boîtes entières de sacs poubelles et tu commences à mettre les ordures dedans. Tu achètes 3 nouveaux aspirateurs et tu commences à ramasser toute la poussière et les débris qui se sont accumulés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Après quelques heures, tu as plus de 20 sacs poubelles devant ta maison qui attendent d'être ramassés. Il faudra nettoyer les tâches et jeter les meubles cassés. Après 2 mois de travail acharné, tu parviens à te débarrasser de toutes les ordures que tu peux trouver. Il te faut encore 1 semaine pour écurer les sols et les murs et commander de nouveaux meubles pour remplacer ceux qui sont cassés et mâchouillés. Le plus grand défi est de se débarrasser des parasites qui restent et de résoudre le problème d'eau dans le sous-sol. Après avoir passé quelques coups de fil, tu fais appel à des professionnels pour réparer l'eau et te débarrasser de la vermine. Il te faut 4 mois au total pour transformer ta maison en un endroit frais comme la menthe où il fait bon vivre. Ton jardin fleurit et tu retournes au travail dans des vêtements frais avec un large sourire. Et tu fais la connaissance de tes nouveaux voisins qui ont déjà entendu parler de toi. Oui, tu as du pain sur la planche, n'est-ce pas ?